Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être sur la 3. Nous sommes en direct pour parler de sport et surtout évoquer les dernières news dans LGT. Bien, pour ce faire, la grande team est composée ce soir de coach Quadio Georges, ex-sélectionneur des éléphants, Noël Boli, consultant sportif, Henri Joël, notre journaliste maison, Jean-Philippe Auria, JP, voilà, consultant sportif. Messieurs, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va. Jean-Baptiste. Merci. Jean-Philippe. Merci d'être là. Il est à côté de moi. Henri Joël, aidez-moi à signaler, à dire, oui, à Noël Boli que le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur Boli, oui. Le Paris Saint-Germain est en finale. C'est vrai que Paris s'est métamorphosé, hein. Il faut le dire comme ça, parce que bon, c'est vrai qu'en début de saison, le club n'était pas vraiment qu'en est-il de Marseille, monsieur? Vous allez... Non, mais Marseille est encore en train de se chercher, quoi. Marseille est encore dans les bas-fonds du football français. On espère qu'un jour, il y aura une vraie rivalité. D'accord. On espère qu'il y aura un jour une vraie rivalité. Coach. Et 94 93, s'il te plaît. Non, mais bon, la Coupe depuis a eu un peu de poussière, donc il serait peut-être temps de la céder à d'autres équipes telles que Paris. Il faut la dépoussiérer, juste. On va la dépoussiérer. Allez, merci beaucoup, fans de sport. Comme chaque soir, nous avons un programme alléchant à vous proposer, le tout dans le sommaire. Au programme de la grande team ce soir, les news d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Ligue des champions UEFA, Inter, PSG, la finale rêvée, ça fait l'actu. Bonne émission sportive en compagnie de Jean-Baptiste Assouan et ses invités. La question autour de laquelle nous allons ouvrir le téléphone ce soir, eh bien, c'est naturellement, c'est autour de LGT. LGT, c'est notre question fil rouge, mais on parle de la coupe aux grandes oreilles, la Ligue des champions, l'UEFA. Donc, Ligue des champions UEFA, Inter, PSG, la finale rêvée. Est-ce que pour vous, c'est la finale rêvée à un moment donné? On ouvrira le téléphone. Ça sera le temps de l'actu, tout simplement, pour vous permettre d'interagir avec nous pour donner votre avis naturellement concernant cette question. Si vous souhaitez aussi nous laisser un petit message, c'est le moment d'aller sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un petit commentaire. Le numéro de téléphone n'a pas changé, plus 225 27 21 59 93 99. Je reprends. 27 21 59 93 99. Si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, l'indicatif c'est plus 225. Les news retenues pour vous, c'est dans LGT News. LGT News. Gymnastique rythmique, championnat d'Afrique pour débuter les news. Osono Anaïs offre son billet pour la Coupe du Monde. Pour sa deuxième participation au championnat d'Afrique de gymnastique rythmique tenu en Égypte le week-end dernier, Osono Anaïs a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour la Coupe du Monde de cette compétition. 10e l'an dernier, elle confirme sa belle progression. Logée dans une poule A relevée en compagnie de gros calibres tels que l'Égyptienne Ahmed Alia ou encore la Sud-Africaine Jansen Shade, la gymnaste ivoirienne de 21 ans a surpris tout le monde en se hissant en finale avec une note de 19,450 points. Lors de cette ultime étape, elle s'est illustrée de belle manière avec une note de 17,450 dans l'épreuve du cerceau, 18,200 pour celle avec le ballon, 18,435 au niveau de l'épreuve des massues et 16,850 dans l'épreuve du ruban. Osono Anaïs termine au 6e rang sur 32 participantes. Elle se qualifie par ricochet pour le prochain mondial prévu en août prochain au Brésil. Pour la 3e fois d'affilée, la Côte d'Ivoire participera à une compétition d'envergure mondiale. Il faut retenir d'abord la belle progression d'Osono et ensuite la qualification pour le mondial. Maintenant, il s'agira de travailler afin de viser plus haut, a rassuré le président de la Fédération ivoirienne de gymnastique, Doué Christophe. Intéressons-nous au football mondial U17. Les éléphantaux filles et garçons honorés par la fédération. La Fédération ivoirienne de football a choisi la journée d'hier pour célébrer les sélections nationales, filles et garçons U17, toutes deux récemment qualifiées pour la Coupe du Monde de leur catégorie.
en présence du ministre délégué des Sports Adjé Silas Mech, du président de la FIF Yacine Idriss Diallo et des parents des héros de cette double qualification, les honneurs ont été rendus aux athlètes, les invitant à faire preuve de courage et d'abnégation afin de représenter valablement la Côte d'Ivoire à ces deux grands rendez-vous. Les éléphantos cadets iront défendre les couleurs nationales au Qatar du 3 au 27 novembre prochain. Mais avant, les filles de Koudounian Adélaïde seront au Maroc du 17 octobre au 8 novembre pour honorer une première qualification historique. Les athlètes fondent beaucoup d'espoir pour une participation ivoirienne honorable. Je suis très content parce que ça n'a pas permis à tout le monde. Et si aujourd'hui les ministres, les présidents nous félicitent, c'est un immense plaisir pour nous. Parce que c'est une compétition internationale aussi, comme la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est la plus haute compétition pour nous. Donc on va se préparer crânement et on va aller au combat. On va partir dans une atmosphère de rage parce qu'on serait des guerriers. On va se préparer à tout pour éliminer nos adversaires afin qu'on puisse arriver à une étape vraiment grandiose pour écrire le nom de la Côte d'Ivoire U17 jeunes féminines dans le monde entier. Sachez-le, je ne cesse de le répéter, il n'y a pas de citadelle imprenable. Il n'y a que de mauvais soldats. Et il n'y a pas d'équipe imbattable. Toutes les équipes sont battables. C'est pour ce motif de performance réalisée que je vous félicite vivement. Chers enfants, chers fils de l'équipe nationale masculine, d'avoir joué à fond jusqu'à la dernière goutte de votre sueur, jusqu'au dernier tir au but, la CAN de votre catégorie au Maroc. Vous n'êtes pas rentré sans rien. Vous étiez sur le podium avec la médaille de bronze, n'est-ce pas? C'est mieux que rien. Ce n'est donc que partie remise puisque par la même occasion, vous avez obtenu pour la deuxième fois une place qualificative pour la Coupe du Monde. À vous, très chères joueuses, chères filles, vous avez à votre tour de montrer que le football féminin ivoirien peut revenir au premier plan. Votre qualification aussi à la compétition mondiale de votre catégorie est un espoir certain. C'est la preuve que vous devez continuer dans cette dynamique. Et vous n'avez pas le choix. Et vous n'avez plus le choix. Et vous n'avez plus le droit de reculer. Nous sommes très très heureux d'être là. Et j'espère qu'à l'issue de ces deux campagnes, la campagne des filles au Maroc et la campagne des garçons au Qatar, nous allons avoir encore d'autres trophées et d'autres reconnaissances. Vive le football ivoirien, vive le football des jeunes. Je vous remercie. Et voilà, c'est tout pour LGT News. Messieurs, quelle actualité vous souhaitez commenter? Coach Kouadio Georges. Le gardien italien de 1m96 et qui a été vraiment une citadelle peut-être imprenable, comme dit Monsieur le ministre. Et il a beaucoup apporté à cette équipe. Il a été ce rempart-là qui a évité au Paris Saint-Germain une défaite. Et donc, pour moi, c'est un gardien qui doit pouvoir remplir quand même pour le Paris Saint-Germain. Bolly, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, enfin, c'est toute la controverse du football de haut niveau, quoi. Je veux dire, Donnarumma, il y a à peine 3 mois, on voulait le foutre dehors. Tout le monde n'en voulait pas. On disait que c'était le plus mauvais gardien. En tout cas, c'est ce qui se disait dans les travées du Paris Saint-Germain. Et 3 mois plus tard, il a sorti quelques arrêts décisifs, notamment en Ligue des Champions, où il a fait quand même... il a permis à son club d'avoir les qualifications, de gagner des matchs importants. Du coup, tout le monde commence à dire que Donnarumma, c'est le meilleur gardien du monde. Enfin bref, en tout cas, on le pense ainsi. C'est vraiment toute la magie du football, quoi. Il y a 2 jours, on vous fout dehors. Ouais. Et aujourd'hui, on vous met en lumière tel un roi. C'est très bien pour lui. Moi, j'ai toujours estimé que ce gardien-là, il n'était pas mauvais. C'est vrai qu'il faisait des performances très brillantes avec l'Italie. Malheureusement, avec Paris, c'était en dents de scie. Aujourd'hui, il a repris son baptême de pèlerin. Il fait des performances de haute volée. Donc, c'est en toute logique que ce gardien soit prolongé. Maintenant, de combien d'années, j'en sais rien. Mais en tout cas, il le sera. D'accord. Et comme l'élément l'a dit, en tout cas, il est partant pour prolonger, tout simplement. Henri-Joël Bois, vous voulez parler de basketball avec les Knicks? Oui. New York, qui est en train de déjouer les pronostics. Il faut savoir que déjà,
nous sommes dans les playoffs, nous sommes à l'époque, ou à l'étape plutôt des demi-finales. Mais ce qu'on a constaté jusqu'à présent, c'est que peut-être on dira que cette année, on a des playoffs de surprise. Boston était la deuxième équipe derrière Cleveland au niveau de la conférence Est, avec, je dirais, une saison régulière assez impressionnante, sauf que dans ces demi-finales, ils sont menés 2-0 face à une équipe de New York qu'on n'attendait pas forcément avoir une telle performance. Quand je parle de surprise aussi, je parle de la conférence Est, toujours avec les Cavaliers qui avaient dominé, qui avaient eu, je dirais, le meilleur parcours cette saison de toute la Ligue. Sauf qu'en ce moment, ils sont menés 2-0 par Indiana également. Donc c'est pour cela que je parle de play-off de surprise et on voit que les surprises continuent de s'aligner au fur et à mesure que ces play-offs avancent. D'accord, en tout cas. Merci beaucoup, Henri-Joël Bois. Les éléphantos, filles et garçons, ont été honorés par la Fédération ivoirienne de football. Les U17, plus précisément. Jean-Philippe Auria reviendra sur cette actualité. Mais avant, voici la pub. Nous sommes en direct sur la 3 dans votre émission La Grande Team en abrégé LGT. C'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Ici, on parle sport, tout simplement. Jean-Philippe Auria, nos U17 ont été honorés par la fédération. Oui, c'était hier. Honoré pour un fait historique, un doublé historique pour la catégorie U17 du football ivoirien, tant chez les filles que chez les garçons. Ils ont, je dirais, honoré le pays pour ne pas avoir utilisé à plusieurs reprises ce mot. Ces deux catégories ont réussi brillamment à se qualifier pour les phases finales des Coupes du Monde qui vont se tenir très bientôt. Chez les jeunes filles, c'était, je dirais, une expérience tentée par la fédération avec la mise en place de ces sélections jeunes au niveau des filles qui n'existaient pas auparavant. Et avec les U17, on va le dire, il y a eu de la persévérance, il y a eu du sérieux, il y a eu des craintes. Mais au final, les filles ont réussi à se qualifier. Il faut dire que quand on a un peu écouté les encadreurs de ces équipes-là, même pour constituer l'équipe, ce n'était pas facile parce qu'il y avait les appréhensions de certains parents qui ne souhaitaient pas que leurs filles fassent carrière dans le football. Et je pense que les jeunes garçons là, ont connu cette situation jusqu'au moins 98 avec l'essor des académiciens. Et donc, c'est le cas des filles. Et avec ce que ces filles-là ont réussi, je pense que ça va apporter un autre visage à cette catégorie, à cette discipline, le football féminin, au niveau des différentes familles. Et pourquoi pas voir de plus en plus de filles s'adonner à cette discipline. Chez les garçons, écoutez, on avait déjà participé à cette compétition-là. Les participations les plus récentes se sont tenues en 2011 et 2013. Et il fallait donc repartir à cette compétition-là. Et donc avec les U17 qui ont terminé 3e au niveau de la dernière Coupe d'Afrique des Nations du côté du Maroc, je pense que la Fédération ivoirienne de foot peut se frotter les mains. C'est vrai qu'à l'arrivée du président Idriss Yassine Diallo, il fallait reconstruire tout ce qui était équipe nationale des jeunes. Et dans un premier temps, on ne voyait pas la mayonnaise prendre. On s'inquiétait puisque la Côte d'Ivoire s'était fait éliminer systématiquement de toutes les compétitions jeunes. Et maintenant, avec un peu de recul, on se rend compte qu'au niveau de ces disciplines-là, il a décidé de tenir véritablement le taureau par les cornes, avec les nominations d'entraîneurs chevronnés, avec un très bon encadrement qui est mis au niveau de ces sélections jeunes-là. Donc, félicitations à son bureau pour cette réussite concernant ces sélections. Maintenant, comme l'a dit le ministre, il ne faudrait plus aller à ce genre de compétition pour participer, juste participer. Il faut essayer maintenant d'essayer de remporter ces trophées, parce qu'au niveau des catégories des jeunes, en U17, l'Afrique a déjà remporté la Coupe du Monde avec, entre autres, le Nigeria. En U20, le Ghana a réalisé également cette performance. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Je pense que c'est le moment d'essayer cela et j'espère que l'entraîneur de ces U17, surtout chez les garçons, pourra faire en sorte que l'équipe aille le plus loin possible. Chez les filles, bon, je l'ai dit, c'est un ballot d'essai. Les filles ont fait ce qu'elles avaient à faire. C'est maintenant d'aller engranger des points, accumuler de l'expérience parce qu'elles vont constituer la relève des équipes féminines seniors plus tard. Donc, d'accord. Henri-Joël, un petit rajout. C'est historique. C'est historique ce qui se passe. Ouais. Et puis en même temps, vous savez, il y a longtemps que la Côte d'Ivoire ne participe pas à ce genre de compétition, surtout au niveau mondial. Donc c'est assez intéressant et c'est bien pour cette catégorie-là parce qu'une fois qu'on participe à ce genre de compétition, forcément on reste
dans le fichier au niveau de la fédération. Et nous, derrière, on espère qu'ils seront suivis parce qu'il y a des très très bons joueurs. Notamment le capitaine des U17 chez les hommes, le gardien. Le gardien qui est très très bon, un jeune formé. Il l'a annoncé en Europe, dans un club. Formé par l'académie de Jean Kwasi. Il y a aussi le jeune Obli Kwame de Mouna FC. Il y a le jeune Aïdara. En tout cas, tous les jeunes. Voilà. Tous les jeunes. Donc, je pense que déjà après cette compétition, maintenant le travail sera le suivi de ces jeunes-là. Comment ils évoluent, où est-ce qu'on en voit. Parce que même dans d'autres pays, je pense que la fédération même peut participer à leur insertion dans certains clubs. On peut faire des lobbying pour permettre à ces jeunes d'avoir quand même des clubs où ils auront, je dirais, du temps de jeu afin de pouvoir poursuivre leur progression. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faut continuer le travail, bien sûr, après la compétition. Et puis au niveau des jeunes filles, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie quand même des nations qui travaillent très bien au niveau du football féminin. Je pense que ça va continuer aussi pour que dans quelques années, on ait une équipe capable d'aller rivaliser avec les autres, non seulement sur le continent, mais aussi à l'international. En tout cas, au niveau du championnat, Yasmine Timité et ses partenaires de l'ASEC Mimosa ont remporté le championnat cette saison-là. Mais de quelle façon, en tout cas? Le dernier match, ça a été à 19-0. 19-0 quand même. Voilà, c'est ça pour l'ASEC Mimosa. Noël Boli, reformons ce petit débrief des news avec Kevin De Bruyne. Oui, Kevin De Bruyne qui arrive en fin de contrat avec Manchester City. Son contrat, malheureusement, n'a pas été renouvelé, parce que bon, c'est vrai que c'était un brillant joueur. Kevin De Bruyne, tout le monde le connaît. Maestro, le maître à jouer de cette belle équipe de Manchester City à la fin de cette saison. Donc, du coup, tous les autres équipes phares, je veux parler de Naples, en Italie, qui lui fait des yeux doux. Et en plus, à côté de ça, il y a aussi Liverpool, qui aussi lui fait des yeux doux. Naples, pourquoi? Parce qu'on aimerait bien, en tout cas le board napolitain, aimerait bien l'associer à Romelu Lukaku, parce que bon, on sait très bien que ce duo a bien marché en équipe du Belgique, donc on aimerait bien les associer. Et à côté de ça, il y a aussi Liverpool qui aimerait bien le prendre, peut-être pas pour être titulaire, mais pour être dans une très bonne rotation, parce que c'est un joueur qui malheureusement aujourd'hui ne peut plus enchaîner une cinquantaine de matchs, parce qu'il a un physique un peu fragile. Donc voilà, ça reste encore un très bon joueur qui est sur le marché du transfert, et puis ce ne sont pas les offres qui vont manquer. Mais pour l'instant, il ne s'est pas encore décidé, mais ça ne saurait tarder. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup, messieurs. Sans plus tarder, comme hier, nous avons aujourd'hui un Sabuzz au programme. Voici le jingle. Eh bien, nous nous intéressons aujourd'hui à la pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, courtisé dans le golfe Persique pour une proposition à couper le souffle. Plus de détails dans cet élément concocté par la rédaction. Nous sommes de retour sur ce plateau, messieurs. Évoquons ce Sabuzz avec la pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, 250 millions d'euros, environ 163 milliards de francs CFA. C'est quand même énorme pour ce gamin de 17 ans. Oui, c'est quand même énorme. C'est ce qu'on appelle une proposition indécente. Pour un un jeune homme de 17 ans à quand même au Barça, aller en Arabie Saoudite parce que c'est de l'argent. Non, je pense qu'il a beaucoup à faire en Europe d'abord. Et puis après, quand il aura ses 35 ans, 37 ans, il peut aller comme d'autres sont partis pour pouvoir au moins s'amuser. Mais pour l'instant, c'est une proposition vraiment à même peut-être casser sa carrière à 17 ans. Quel parent va laisser son enfant aller en Arabie Saoudite? Il a à gagner encore, et c'est 163 milliards, il les gagnerait peut-être à 47 ans, à 45 ans. Regardez ce qu'il fait à cet âge-là. Il est au-dessus de la moyenne. Il a le monde pour lui, donc il peut attendre. C'est pour ça que j'appelle ça une proposition indécente. D'accord. Noël Boli, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, moi, j'étais l'un des seuls sur ce plateau, Jean-Philippe peut témoigner,
pour dire que deux fois, on est dans le déraisonnable, quoi. C'est complètement déraisonnable. Toutes ces sommes-là, il a que 17 ans, quoi. Je veux dire, le gamin, tout ce qu'il rêve, c'est de jouer au foot, quoi. Pour l'instant, c'est vrai que les billets verts, ça peut lui assurer un avenir certain, voire et même des générations. Mais aujourd'hui, il a quand même envie de remplir son trophée, son armoire à trophées. Et c'est ce qui l'intéresse. Il a envie de prendre du plaisir. Maintenant, il y aura un moment, effectivement, où, quand il sera moins frais physiquement, il pourra envisager aller sur les golfs persiques. Pour l'instant, il est au FC Barcelone. Il est très bon au FC Barcelone. Il nous fait rêver. Il a sorti 2 performances de haute volée qui, pour moi, me fait dire que ce gars-là, il est le futur Ballon d'Or. C'est même pas discutable. Okay. À moins que Dembélé nous fasse un triplé en finale. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, pour moi, le futur Ballon d'Or, c'est Yamal. Parce pour cette saison? Ah oui, pour cette saison, c'est vrai que la question va venir après. Oui, on aura la vie juste des pour dire, peut-être que j'anticipe un peu, ouais. Pour dire que c'est complètement déraisonnable. Limite, on ne fera même pas qu'on écoute l'offre de l'Arabie Saoudite. Parce que vous savez, ils ont déjà fait des offres comme ça à Vinicius. Hein, il a été comment dire, il a eu aussi ces offres-là, même à Mbappé. Okay. Donc, à un moment donné, non, Yamal, c'est encore un fleuron, c'est la pépite du football mondial, international. Il fait rêver. Il nous donne ce plaisir qui nous a tous ramenés au football. Ce serait dommage pour lui d'aller là-bas. À mon avis, il n'ira pas. D'accord. Henri Joël, est-ce que vous allez intervenir, Jean-Philippe, mais Henri Joël, est-ce que le Barça fait bien de refuser cette proposition? Je crois qu'on a l'avis de coach Kouadio Georges et Noël Bouli sur la question. Ben, ils sont en difficulté, ils n'ont pas beaucoup d'argent seulement. Ils doivent accepter. Non, c'est pas mais non. Non, vous savez, les joueurs comme Lamine Yamal, on les a une fois chaque 10 ans. On a eu Messi, Messi est passé. Heureusement pour le FC Barcelone, il y a un autre joueur dans le même style qui sort tout de suite, c'est-à-dire qui prend le relais après Messi. C'est vrai que Messi n'est pas encore là, il n'est pas encore à la retraite, mais déjà dans le football, on a en quelque sorte son remplaçant, c'est-à-dire dans le même style, dans le même club, dans la même formation, dans la même école. Donc je pense que le Barça tient là. Peut-être c'est lui qui va lui permettre de renflouer les caisses, parce que, comme je l'ai dit en plaisantant, que les caisses, les finances au niveau de Barcelone, quand même, depuis un certain moment, et depuis la fin de l'ère Messi, ça commence à être un peu difficile. Mais je pense que ce gamin-là, dans quelques années, avec tout ce qu'il va apporter au niveau du FC Barcelone, les trophées et tout ce qui va aller avec, je pense que voilà, ça va permettre au FC Barcelone de se positionner là. Maintenant, n'oublions pas qu'on a eu des pépites, hein. Notamment dans cette même équipe de Barcelone, on a eu des pépites plutôt du même talent qui malheureusement après n'ont pas brillé. Je veux parler de Giovanni Dos Santos qui est sorti peut-être dans la même période que Messi, qui avait le même style. C'était pas le même talent. Giovanni Dos Santos, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Ensuite, il y a eu Bojan Krkić qui aussi derrière n'a pas suivi. Est-ce que Lamine Yamal, d'abord je ne souhaite même pas ça au jeune Lamine Yamal, mais je me dis que voilà, il faudrait que le jeune puisse poursuivre cette progression-là et reste au niveau de Barcelone, reste dans un championnat super compétitif pour que voilà, d'ici quelques années, on puisse avoir, je dirais, ce joueur mature qu'il va devenir pour cette équipe de Barcelone. D'accord. C'est vrai que Jean-Philippe, Henri Joël a évoqué quelque chose qui est un fait, les difficultés financières au niveau du Barça. Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie pour le Barça que de refuser en même temps pour permettre à l'Arabie Saoudite d'augmenter encore? Parce que ça peut monter. Ça peut être le cas. Vous savez, quand on est face à une telle situation en financier, on réfléchit à toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Également, en dehors des opportunités, également à toutes les situations qui pourraient tout simplement être considérées comme de mauvais choix stratégiques. Quand on prend le cas de Lamine Yamal, le Barça a quelques soucis financiers. Mais pour le Barça, dans une projection optimale, ces soucis financiers, il devait retrouver l'équilibre à partir de la saison prochaine et puis retrouver un cycle de résultats bénéficiaires à partir de l'année prochaine. Sur quelle base? Le Barça va finir bientôt son stade agrandi, ultra moderne. Donc il y aura une renégociation dynamique du stade, du coup pour aller regarder les rencontres, même du coup du sponsoring maillot. Donc tous ces éléments-là vont remonter. Ensuite, le Barça va renégocier le contrat de certains joueurs. On sait qu'aujourd'hui, le plus gros joueur du FC Barcelone est le néerlandais De Jong.
Bon, lui, c'est sûr que son contrat prenant fin bientôt, soit il ne sera pas renouvelé parce que ce n'est plus un joueur cadre de la formation, soit il devra revoir son salaire à la baisse. Donc, ce sont des leviers sur lesquels le Barça va jouer pour engranger de l'argent. Maintenant, concernant Lamine Yamal, la problématique du Barça, ce sera de se poser la question, est-ce qu'il va pouvoir enchaîner pour se mettre dans la lignée de Messi ou est-ce qu'il va nous faire une Ansu Fati? Ansu Fati était annoncé comme le grand successeur de Lionel Messi. Aujourd'hui, il n'est que l'ombre de lui-même. Donc, on doit aussi s'interroger. Même si on souhaite que pour le spectacle, Lamine reste plus longtemps au haut niveau. Maintenant, de manière générale, il y a des raisons qui ne viennent même pas du FC Barcelone qui pourraient contraindre le Barça à ne pas le vendre. L'une des premières raisons, déjà, c'est la Liga. La Liga a perdu coup sur coup Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Aujourd'hui, il y a un nouveau duel qui est en train de naître. C'est le duel entre Kylian Mbappé et aujourd'hui Lamine Yamal. C'est vrai que ce n'est pas le même âge, ce n'est pas la même dimension, mais chaque équipe va essayer de bâtir, je dirais, son projet autour d'une tête de gondole. Normalement, du côté du Real, ça doit être Vinicius Junior. Mais pour ses performances de cette année, je pense que soit l'année prochaine, il retrouve son très bon niveau ou il part du Real Madrid. Donc lui, déjà, il est dans un ballottage assez particulier. Maintenant, le dernier point, j'ai parlé de la Liga, mais le dernier point également, c'est le fait que Lamine Yamal soit espagnol. C'est carrément le président de l'équipe nationale de l'Espagne, la Rora. Ils ont gagné l'Euro, il y a le mondial à venir. Est-ce qu'au niveau de l'Espagne, on va pardonner à Barcelone de laisser leur pépite aller dans un championnat comme l'Arabie Saoudite? Donc il y a beaucoup de choses qui se passent déjà. Qui rentrent en ligne de compte. Qui rentrent en ligne de compte et qui finalement, quand on essaie de mettre ça dans une matrice, on se rend compte que pour le Barça, ce serait bénéfique de le conserver pour l'instant au sein du club. D'accord, oui, réaction. Oui, enfin, c'est vrai que ce que Jean-Phi a dit, on peut suivre un petit peu ce qu'il dit, hein, mais les comparaisons entre Lamine Yamal et Ansu Fati, et même avec Boyan et Dos Santos, ça n'a rien à voir, quoi. Lamine Yamal, il gagne l'Euro, il est quasiment l'un des meilleurs joueurs de l'Euro. Il nous sort une demi-finale, match aller-retour de Ligue des Champions contre une équipe. C'est des passes D, c'est des buts. Non, mais c'est... Il a ébloui de son talent au monde entier. Ce mec, il est incomparable. Maintenant, là où je peux les rejoindre, il n'a que 17 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans? Est-ce qu'à un moment donné, il n'aura pas la saturation? Il ne sera pas saturé dans son esprit? Parce qu'à un moment donné, vous savez, c'est les jeunes. Hein. À un moment donné, il fait moins d'efforts, il sort peut-être un peu plus, il a ses petites virées nocturnes. Du coup, ses performances vont baisser. Mais en tout cas, s'il reste dans cette lignée-là, pour moi, c'est Ballon d'Or pendant encore... quelques années. Hein. D'accord, mais pour les dirigeants du FC Barcelone, Lamine Yamal, c'est l'avenir du club. Est-ce que vous pensez que Lamine Yamal peut suivre les traces de Léo Messi? Oui, enfin, c'est ce que j'ai dit. Je dis, s'il reste dans cette lignée de performance, bien sûr. Et puis, ça m'étonnerait, honnêtement, et ça, là-dessus, je rejoins entièrement Jean-Phi, le FC Barcelone ne peut pas s'amuser à le vendre. Parce que là, c'est plus une affaire... qui concerne l'enjeu est oui, trop enfin, grand. je veux dire, ça ne concerne plus que le FC Barcelone, ça concerne l'Espagne tout entière, voire même l'Europe. Pourquoi? Voire même l'Europe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire partir un bijou de ce type-là en Arabie Saoudite. Ce serait un crime de lèse-majesté, si vous voulez. Non, c'est même pas possible. Donc je pense que le Barça ne voudra pas se mettre tous ses supporters à dos, d'accord, et le président, parce qu'ici, il fait ça, le président, je parie que les socios vont faire en sorte qu'ils sautent. Donc, à mon avis, ce n'est même pas envisageable. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous... Oui, je voulais ajouter un point, si vous me permettez, rapidement. Même en Europe, hein, la somme que les Saoudiens veulent mettre sur Lamine Yamal, peut-être qu'en termes de salaire, il n'y a pas de club européen qui va pouvoir s'aligner peut-être sur le milliard d'euros sur les 5 années de contrat. Des Saoudiens, mais en termes d'indemnité de transfert, un club comme City peut aligner cette somme, un club comme PSG peut aligner cette somme. Donc l'Europe même, dès que le Barça va dire qu'il est sur le marché, je suis sûr qu'il y a un club en Europe qui va essayer de mettre la main sur lui. Maintenant, le dernier point, c'est qu'il ne faudrait pas oublier que Lionel Messi, qui est le footballeur du FC Barcelone, qui a eu la valeur marchande la plus élevée de tous les temps, est parti pour 0 €. Est-ce que le Barça va tout simplement se faire harakiri encore de cette manière? Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais est très long à venir parce que Messi est parti à plus de 30 ans. Alors, coach, qu'est-ce que vous fascine tant chez le jeune Yamal? C'est son insouciance. C'est sa technique pure, naturelle. Et il joue le plus simplement, mais il réussit ce que le commun des mortels pense que c'est facile.
Avec une telle simplicité. Avec une telle facilité. Une telle facilité et d'une manière déconcertante, mais c'est un bijou. Okay. C'est un bijou, c'est un garçon qui s'amuse, qui joue, qui se fait plaisir, qui ne cherche pas à en rajouter, mais il le réussit. Donc pour l'instant, voilà une pépite qui ne peut pas partir de Barcelone. Il ne peut que rester et peut-être que le club jouera ce qu'il peut, mais s'il veut le vendre, il peut trouver un preneur en Europe, comme le dit Jean-Philippe, mais ça sera difficile que le Barça le vende. D'accord. Allez, ce week-end, petite info rapide, fans de sport, vous qui nous suivez, c'est très bien d'ailleurs hein, que vous soyez aussi nombreux à nous suivre pour ne rien rater. Sol FC AFAD, c'est pour ce week-end, c'est dimanche à partir de 15h30, mais en même temps, il y a l'affiche de l'Africa Sport. Il y a ES à Beauville. Africa Sport, en tout cas, on suivra cette rencontre-là pour vous dans les moindres détails. Restez pour ne rien rater. Henri Joël, est-ce que vous souhaitez partir à Agboville? Parce que je sais qu'il y a déjà une équipe de la RTI du côté de Agboville, emmenée bien sûr par Ngamblé Konaté, hein, déjà. Vous serez à Agboville, Henri Joël? Non? Suspense. D'accord. Alors, le tas du terrain. Allez, il est bon. On en parlera certainement demain dans la grande team. Voilà, demain, une question autour de cette affiche-là. On parlera de football ici en Côte d'Ivoire. Donc, restez toujours sur la 3 pour ne rien manquer. La question où on a eu bien sûr la réponse en anticipé par Noël Bouli. Est-ce que, messieurs, vous voyez Lamine Yamal comme le potentiel ballon d'or, enfin futur ballon d'or, hein, malgré l'élimination du FC Barcelone cette saison, oui. Voilà. Je le dis clairement, pour moi, je ne le pense pas. Pas non saut direct. Oui, je ne le pense pas parce qu'il n'est pas bon. Ok. Je crois que je l'ai dit hier même sur ce plateau. Dans le choix du Ballon d'Or, le Ballon d'Or ces dernières années a été marqué par des choix faits sur des hommes d'une certaine carrure, des hommes qui avaient un certain charisme. Et l'année dernière, malgré ses performances, malgré le fait qu'il partait largement favori, jusqu'à peut-être 2 heures de l'annonce du Ballon d'Or, tout le monde voyait Vinicius remporter ce trophée. Mais donc en gros, moins par rapport aux chiffres. Oui, ce qui peut-être a fait la différence pour moi, c'est vrai qu'ils ont essayé d'expliquer le Ballon d'Or de Pedri, mais je pense que Pedri était beaucoup plus charismatique. Je ne savais pas dire que c'était le gros charisme, mais par rapport à Vinicius, beaucoup plus charismatique. Donc il a fallu trouver des qualificatifs pour dire oui, c'est le football dans son essence qui a été récompensé parce que c'est un milieu de terrain. Mais je pense qu'ils vont rechercher, un joueur de cet ordre-là. On a eu le Ballon d'Or remporté par des jeunes insouciants, entre guillemets. Mais la bonne insouciance de par le passé, comme Ronaldinho, comme R9, quand ils ont commencé à briller en Europe. Et puis ensuite, il y a eu l'arrivée des prestigieux. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema, Luka Modric. Donc pour moi cette année, je ne pense même pas que juin va nous permettre de déterminer qui devra être le Ballon d'Or. De par le passé, en juin, on pouvait le savoir, mais je pense qu'ils vont sûrement attendre la fin de la Coupe du Monde des clubs. Ils vont regarder certains paramètres sur certaines compétitions encore afin de se déterminer. Parce que je l'ai dit, hier on parlait de Rafinha, aujourd'hui on parle de Lamine Yamal. Au Barça, on a au moins 3 joueurs qui peuvent remporter ce Ballon d'Or. Si Robert Lewandowski finit soulier d'or européen, lui qui l'a manqué à cela quelques saisons, France Football pourrait essayer de régler entre guillemets cette injustice et le lui accorder. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Voilà, donc il faut faire attention pour moi. Le Ballon d'Or, ça sera Lautaro Martinez. Voilà, lui il a donné un autre nom. Martinez. Justement parce que, que l'année passée, il faisait partie quand même des favoris. Voilà. Vous savez, la plupart du temps, on tient compte du passé, des performances. Dans les critères? Dans les critères. Ça fait partie. C'est vrai que ce n'est pas énuméré de façon, de façon très claire, mais la régularité. Et sur ces dernières années, quand même, Lautaro Martinez a figuré, je dirais, dans le top 5 à plusieurs reprises. Okay. Du coup, cette année, avec la performance qu'il a avec son équipe de l'Inter de Milan, et là, ils sont très bien placés pour remporter
désolé, je ne prends pas parti par rapport aux supporters de Paris. D'accord. Voilà, il est très bien placé pour... Voilà, et il fait une très bonne performance avec son équipe, d'ailleurs, et il est super décisif. Donc il enchaîne. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est favori pour le Ballon d'Or, c'est Lautaro Martinez. D'accord. On va écouter le coach, ensuite Noël Bolib, qui estime que Lamine Yamal est le Ballon d'Or. C'est dommage que le Barça n'arrive pas en finale pour pouvoir peut-être gagner ce trophée afin de mettre sur le podium Lamine Yamal pour prétendre au Ballon d'Or. Okay. Il y aura beaucoup de candidats. Comme le dit Jean-Philippe, je le soutiens. Jusqu'en décembre, certains noms peuvent sortir. Il n'a pas gagné... il ne va pas gagner la Ligue des Champions. Bon, peut-être qu'il sera champion d'Espagne. Ça, c'est possible. Et rien n'est encore joué encore. Donc, pour moi, ce garçon, ça va être difficile qu'il soit Ballon d'Or. Sinon, il éclabousse de son talent tout ce qu'on sait du football, mais il reste en chemin. D'accord. Allez, dans cette émission, aujourd'hui, notre question LGT concerne la coupe aux grandes oreilles. Ligue des champions UEFA Inter PSG. La finale rêvée pour vous. Voilà, votre avis compte. On ouvrira le téléphone dans l'actu pour que vous puissiez naturellement partager avec nous ce que vous en pensez. Plus 225 27 21 59 93 99. Vous avez la page Facebook de la 3 également pour vous exprimer. Avant ça, il y aura les cartons de la semaine. Alors, Noël Bolib, on va terminer le sabuzz avec vous. Pour le Ballon d'Or? Oui, votre avis. Moi, ça m'étonne quand même que mes frères sur le plateau émettent ne serait-ce un peu de doute, quoi. Je veux dire, Lautaro Martinez, je veux bien, mais c'est moins fort que Lamine Yamal. Qui d'autre? Il parle, Jean-Philippe, je suis souvent d'accord avec lui, mais là, aujourd'hui, je m'inscris complètement faux par rapport à ce qu'il dit. Okay. Il parle de charisme. Mais qui a du charisme aujourd'hui? Je veux dire, là, quand on prend les top joueurs, non. Lamine Yamal, il a fait une demi-finale qui est restée dans la mémoire collective. Aujourd'hui, ça a marqué tout le monde du football. Sa demi-finale, en aller-retour, mais ça vaut des finales remportées par des joueurs où la décision finale était encore un petit peu douteuse. Non, il y a de Lamine Yamal, aujourd'hui, s'inscrit. Franchement, hein, en tout cas, moi, j'écoute un petit peu ce qui se dit, même en Europe, dans l'esprit des journalistes européens, c'est Lamine Yamal. À moins que Dembélé, là, je peux apporter une nuance, à moins que Dembélé, en finale de Ligue des Champions, nous claque un triplé. Là, par la force des choses, nous serons obligés de lui donner le Ballon d'Or. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est un vieux 0-0 des familles et qu'on aille au tir au but, Lamine Yamal, il aura le Ballon d'Or. Ça, alors, je peux prendre les paris. Rapidement. On dira en Côte d'Ivoire que Dembélé serait sorti dans le dos. Rapidement. Pour faire une petite comparaison entre les deux joueurs, moi j'ai parlé de Lautaro Martinez. Lamine Yamal, cette saison, en Ligue des Champions, c'est 5 buts, 3 passes décisives. Lautaro Martinez, c'est 9 buts cette saison. Déjà, à ce niveau, Lautaro Martinez le fume. Est-ce qu'on a les statistiques de Lewandowski, par exemple? J'ai pas messieurs, vous savez quoi? Vous savez quoi, messieurs? Il y a encore... Messieurs, s'il vous plaît. Vu que c'est de Lautaro Martinez que j'ai parlé. Oui, allez, messieurs, vous savez quoi? Il reste encore des matchs à jouer. Il y a la finale de la Ligue des Champions qui arrive. La saison n'est pas encore terminée. Et Lautaro peut marquer. Voilà, le débat reviendra forcément. Oui, je suis convaincu. Je parle naturellement sous le contrôle de Vessoum, mon rédacteur en chef pour aujourd'hui, tout simplement. Donc on va temporiser un tout petit peu. Voilà. On va voir les statistiques. Les statistiques de Lamine Yamal avant, bien sûr, de vous proposer des actions et des buts du joueur. Voilà, pour sa fiche. Lamine Yamal Nasraoui et Bana, il joue avec le FC Barcelone, il est espagnol, il est né en 13 juillet 2007, 1m65, 66 kg, il est attaquant, il porte le numéro 19. 13 matchs en Ligue des Champions cette saison, c'est 5 buts, 3 passes décisives, comme je l'ai dit il y a cela quelques instants. Voilà un peu les statistiques de Lamine Yamal, si on pouvait... Et pas de carton. Il n'a pas de carton. Au niveau de la Liga, c'est 31 matchs, 6 buts, 12 passes décisives, 3 cartons jaunes. Super Coupe d'Espagne, 2 matchs, 2 buts, pas de passe, pas de carton, pas de carton jaune, pas de carton rouge.
voilà un peu. Allez, pour terminer cette rubrique, nous allons regarder ensemble quelques actions et buts de la pépite Lamine Yamal. Juste après, il y aura la pub et bien sûr, on sera de retour pour attaquer les cartons de la semaine. C'est l'heure d'attaquer les cartons de la semaine. Nous avons un jingle, le voici. Le principe est simple, chaque chroniqueur choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et il attribue tout simplement un carton selon son appréciation. Carton vert pour une satisfaction, carton jaune pour un avertissement, carton rouge pour une sanction. Je reprends, carton vert, satisfaction, carton jaune, avertissement et carton rouge, sanction. Henri Joël, on commence avec vous, le carton que vous attribuez aujourd'hui. Un joli carton vert à l'équipe de l'US Thiologo. C'est vrai qu'avant la décision de la Fédération ivoirienne de football sur le match arrêté face à l'équipe de leader, j'avais décidé de l'attribuer ce carton-là. Heureusement que la décision arrive qui tombe et surtout qu'il leur donne la victoire. Donc du coup, officiellement, ils sont en Ligue 1. Mais avant, bien sûr, comme je l'ai dit, j'ai voulu adresser ce carton vert à l'équipe de Thiologo pour tout le travail abattu cette saison. Je vais commencer par exemple par le président. Le président qui est quelqu'un qui n'est pas du tout connu. Quand on parle des présidents de club en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le plus connu. Il s'appelle M. Traoré Bamoudien, que je ne connais pas d'ailleurs. Mais il a fait beaucoup de travail au niveau de cette équipe de Thiologo dès son arrivée. Voilà, quand même, je me suis renseigné. Déjà, à son arrivée, il a fixé la prime de victoire au niveau de Thiologo à 30 000 par match. C'est-à-dire que chaque victoire, et figurez-vous qu'il y a toujours 18 joueurs sur la liste de matchs. Ils sont à une quinzaine de victoires tout au long de la saison. Donc, on a plus de 8 millions de primes payées tout au long de cette saison. Je ne parle pas de salaire, je parle de primes. Il a fixé la date du 25 de chaque mois pour les virements au niveau des salaires. Je pense que ce sont des choses, des activistes qui permettent plutôt à une équipe de se battre, à des joueurs de se battre. D'être motivés. D'être motivés, parce qu'on connaît plus ou moins la vie de certains footballeurs au niveau de nos différents championnats. Ce n'est pas les plus intéressants, mais avec lui, quand même, il y a eu ce léger mieux-là. Et c'est ce qui a permis quand même à ces garçons-là de se battre. À côté de lui, Loukou Léon Arthur, qui n'est pas aussi le plus connu, c'est l'entraîneur de cette équipe de Thiologo qui a fait ce travail-là. Parce qu'on n'oublie pas que la saison passée, Thiologo devait aller en division inférieure. On a eu cet AG qui a permis à l'équipe de rester en Ligue 2. Pas seulement Thiologo, il y a eu le COE aussi qui en a profité. Mais aujourd'hui, contrairement au COE, contrairement à d'autres clubs, ce club-là vient d'obtenir ça à monter. Et puis à côté, tous ceux qui ont travaillé, notamment le secrétaire général Diomède, en tout cas tout le monde du côté de Thiologo, je leur donne ce carton vert-là pour cette montée obtenue tout à la fin de cette saison 2024-2025. Maintenant, le plus important, c'est de venir en Ligue 1 et aussi de rester en Ligue 1. Il ne faudrait pas faire l'aller-retour, l'ascenseur. Voilà. D'accord, comme quoi, de 0 à héros, c'est possible. Très facile, quand on travaille. Et surtout quand on motive les gens. Voilà. Avec du travail. Jean-Philippe Auriat, votre carton. Bon, une fois, je vais adresser un carton rouge. Pas une fois, ça fait beaucoup de fois. Un carton rouge à la Ligue de football professionnel, qui est un démembrement de la Fédération ivoirienne de football. En début d'émission, j'ai félicité la Fédération pour son œuvre concernant le football des jeunes qui a permis à l'équipe nationale de qualifier les 2 catégories U17 pour la Coupe du Monde. Mais par contre, au niveau de l'organisation des rencontres de la Ligue 2, je pense qu'on devait tirer au niveau de la Ligue de football professionnel les enseignements de tout ce qui se passe actuellement au niveau de cette Ligue 2-là. C'est vrai, en début de saison, il y a une tournée dite des stades qui a été effectuée par des inspecteurs de la Ligue 2 afin de les homologuer pour que des rencontres s'y tiennent. Je pense que le gouvernement ivoirien a fait beaucoup d'efforts pour doter la Côte d'Ivoire quand même d'un certain nombre d'infrastructures sportives, des terrains de football. C'est vrai que pour les sports de main, bon, c'est un peu les parents pauvres de la pratique du sport en Côte d'Ivoire. On espère que cela va être corrigé assez rapidement pour doter les sports de main de salles conventionnelles. Même pour les sports en stade, je pense que le gouvernement a fait beaucoup. On a déjà 6 stades homologués FIFA. À côté de ces 6 stades, on a 3 stades
qui ont été rénovés, ou du moins 2 stades qui ont été rénovés, mais 3 qui peuvent accueillir des rencontres. Le Champrou, le Parc des Sports, le Biaka Boda, ça fait déjà 9 stades. Quand on regarde les terrains d'entraînement, je me suis amusé à essayer de calculer. Je pense qu'on a au moins 5 stades d'entraînement sur les 20 qui peuvent accueillir des rencontres, notamment les 2 stades de Benjerville, le stade Auguste Denis de San Pedro, le stade du lycée Sainte-Figue et Yamoussoukro, et puis j'ai oublié le nom du stade de Boaké, qui peuvent accueillir des rencontres parce que ces stades ont quand même un minimum de commodité, gradins, vestiaires. Donc si vous faites un peu le calcul, vous tombez rapidement sur 13 stades pratiquement, 13 à 14 stades qui peuvent accueillir des rencontres. J'ai aussi calculé le nombre de rencontres en Ligue 1 et en Ligue 2 par journée. On est à 22 matchs. Si on les étale sur 3 jours, je pense que tous ces stades-là peuvent accueillir l'ensemble de ces rencontres. Donc, pas besoin d'aller jouer au stade des fermiers d'Annie Bileko, une ville que j'adore, avec de très grands aviculteurs, des personnes qui ont énormément de moyens, mais pour qui pour l'instant, le sport, peut-être le football, n'est pas une grande priorité. Quand on voit le stade des fermiers d'Annie Bileko, je pense qu'il y a matière à faire des travaux là-bas. On a le stade d'Adiaké et on a le stade d'Agboville. Vous voyez aujourd'hui la polémique. D'aucuns disent que oui, tous les clubs y sont passés, donc l'Africa ne doit pas se plaindre. Je suis d'accord, l'Africa doit aller jouer là-bas. C'est un stade qui était homologué par la fédération. Mais est-ce qu'au niveau de cette ligue qui se dit professionnelle, quand elle regarde aujourd'hui l'état de ce terrain-là, elle est obligée de demander aux dirigeants d'Agboville de faire des efforts, installation des grilles et de vestiaires. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on leur demande ça et pas en début de saison? Donc je pense qu'à un moment, on doit tirer les leçons je dirais, de ce qui se passe et faire en sorte que dès la saison prochaine, la Ligue 1 et la Ligue 2 qui font partie de la Ligue de foot professionnelle puissent se tenir dans de bonnes enceintes. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup Jean-Philippe Oria pour votre carton. Noël Bouli. Alors, moi, c'est contrairement à Jean-Philippe, je ne sanctionne personne. Au contraire, je distribue des félicitations. Je sais que beaucoup de personnes que je connais, qui me regardent ce soir, vont être surpris, mais carton vert au Paris Saint-Germain, parce que ce n'est pas mon club de cœur. Mais moi, je suis consultant sportif. Je mets de côté mon habit de supporter. Là, je suis un observateur de football, donc je mets un carton vert au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, ce club, à l'époque, enfin même l'année dernière, je veux dire, quand Kylian Mbappé part, on se demande tous comment Paris va faire pour survivre en Ligue des Champions. En championnat, le problème est réglé parce qu'ils ont des joueurs qui sont quand même beaucoup plus forts, mais en Ligue des Champions, il n'y avait plus un buteur qui pouvait marquer une quarantaine de buts. Donc ils ont posé la question au coach Luis Enrique, il a dit, écoutez, c'est vrai qu'on perd un grand buteur, mais je ferai en sorte que la plupart des attaquants marquent au moins 10 buts. Comme ça, ça fera au moins le nombre de buts totalisés par un seul joueur. Ce monsieur a commencé à travailler. Il a commencé à travailler avec la bénédiction de la direction sportive. Parce que ce qu'on reprochait à l'époque à Paris, c'était la direction sportive. C'est-à-dire que Nasser, le coach, le président, se mêlait trop des affaires du terrain. Aujourd'hui, il a donné les clés du camion à Luis Enrique. Monsieur, faites comme vous voulez. À la fin de la saison, on fera le bilan. Donc Luis Enrique s'est mis main dans la main avec le directeur sportif Ocampos et ça a commencé à produire quelque chose de formidable. Le déclic est arrivé, parce que vous savez, en début de saison, c'était encore chaotique. Le déclic est arrivé lorsque le Paris Saint-Germain a remporté son match de Ligue des Champions au Parc des Princes contre Manchester City. Là, ils ont commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose à faire. Tout le monde a adhéré au projet de l'entraîneur. C'est quoi le projet de l'entraîneur? Solidarité. C'est on se bat ensemble, on défend ensemble, on attaque ensemble, on fait le pressing ensemble, on fait le contre-pressing ensemble, on récupère les ballons ensemble. Parce que quand vous regardez les matchs du Paris Saint-Germain, moi, ce que j'ai toujours déploré pour le Real Madrid, qui est un club par ailleurs que j'admire, mais le Real Madrid ne fournit pas les mêmes efforts défensifs que le Paris Saint-Germain. Quand vous voyez un joueur comme Zvara, le Géorgien, qui a été recruté au mois de décembre, quand vous voyez les efforts physiques qu'il fait pour aller tacler au poste de arrière-gauche, voire d'arrière-droit, vous dites ce club-là, ça ne m'étonnerait pas qu'il remporte la Ligue des Champions. Donc voilà le nouveau Paris Saint-Germain. Le nouveau Paris Saint-Germain, c'est la solidarité, c'est le travail d'abnégation, on va donner coup de main aux coéquipiers qui sont en difficulté. Du coup, tout le monde attaque.
tout le monde défend et tout le monde peut même marquer des buts. Donc, carton vert au Paris Saint-Germain pour le travail fourni. Même s'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions, ce qu'ils ont fait, c'est déjà fabuleux. Parce que tout ça a démarré qu'au mois de... il y a seulement 3 mois, hein, parce qu'en début de saison, ce n'était pas encore ça. Mais il y a 3 mois, cette équipe s'est métamorphosée et vraiment un grand barreau à tout l'ensemble, que ce soit le président, les dirigeants, jusqu'à l'entraîneur et même aux joueurs. D'accord. Carton vert au Paris Saint-Germain. Quelqu'un disait qu'il n'y a pas de grande star, peut-être Ousmane Dembélé, mais en tout cas... Non, mais Ousmane Dembélé, c'est peut-être la tête qui dépasse un petit peu. Légèrement. Mais même Ousmane Dembélé, quand il n'est pas en forme, le coach le remplace. C'est ça. C'est-à-dire que personne n'est inamovible. Voilà. Enfin, je veux dire, demi-finale de Ligue des Champions, retour, il revient de blessure, pas titulaire, il rentre plus tard, il apporte ce qu'il peut apporter. Voilà, ça. il apporte ce qu'il peut apporter et c'est ça qui est magnifique. C'est ça. Allez, coach, votre carton, c'est à vous de jouer. Mon carton, il est vert. OK. Pour l'Inter de Milan, pour son match héroïque qu'il fait, à 2 minutes même de la fin, déjà, cette équipe devait aller peut-être au tir au but. Ils ont trouvé les ressources réelles pour aller chercher ce but qui amène ce club-là, qui a déjà gagné par 3 fois cette compétition en finale. Qui aurait cru? Quand même le Barça que nous avons vu est un Barça qui domine le championnat, la Liga, et qui fait des merveilles. On voit Lamine Yamal, on vient d'en parler, même le jeune Ferran. On voit une équipe solidaire, une équipe complémentaire qui joue au football et qui marque des buts et qui est pratiquement, comme on le disait, une citadelle imprenable. Mais on se rend compte que l'esprit italien, on trouve dans cette équipe de l'Inter l'esprit italien. Défendre bien et maintenant ils rajoutent à marquer des buts. À marquer des buts. Marquer 4 buts au Barça, qui est une équipe offensive, qui va chercher l'adversaire dans son dernier retranchement, presser, marquer et jouer encore haut. Cette équipe de l'Inter, pour moi, fait très très peur. Et à la finale, il faudrait que le Paris Saint-Germain aille chercher, doubler ses efforts pour aller chercher cette coupe. On a un fight assez tendre avant, bien sûr, de lancer les hostilités. Avant l'actu qui arrive. En tout cas, c'est la fin des cartons de la semaine. Rappel pour la question LGT fan de sport. Ligue des champions UEFA, Inter, Paris Saint-Germain. Est-ce la finale rêvée pour vous? Eh bien, ça ouvre l'actu. L'apothéose de la Ligue des champions de l'UEFA opposera le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan le samedi 31 mai prochain à l'Allianz Arena de Munich. Est-ce la finale rêvée? Eh bien, la team de ce soir se prononcera sur la question après ce sujet introductif de la rédaction. Un petit récap des résultats des demi-finales de la Ligue des champions de l'UEFA et l'affiche de la finale à présent. Bien sûr, messieurs, préparez vos panonceaux. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les résultats des demi-finales, on a Arsenal, Paris Saint-Germain 1-0 pour Paris au match aller, 2-1 pour Paris au match retour. Barcelone, Inter 3-3 au match aller, 4-3 pour l'Inter de Milan au match retour. La fiche de la finale, c'est Paris Saint-Germain, Inter de Milan, date le samedi 31 mai 2025 à l'Allianz Arena à Munich. On ouvre le téléphone maintenant, fans de sport, plus 225 27 21 59 93 99. Messieurs, à vos palanceaux, la question LGT à présent, Ligue des champions UEFA, Inter PSG, la finale rêvée? Oui. Non. Pour coach Kwadjo Georges également pour... Ah non, pour tout le monde. Non, pour tout le monde. Non à 100%. Oui, Noël Boni. Enfin, moi j'ai mis non tout simplement parce que c'est vrai qu'on s'attendait tous quand même à la très belle affiche, non, à 2 équipes qui produisaient quasiment le même jeu, la même philosophie de jeu, c'est-à-dire que le football catalan, le football made in Barcelone, le football made in Johan Cruyff, parce que c'est quand même tout ça, ce sont des adeptes de Johan Cruyff, et on s'attendait à un PSG-Barça. Malheureusement, le Barça a été éliminé en demi-finale. Donc oui, ça ne peut pas être
la finale rêvée, mais toujours est-il que c'est une très belle finale qui va opposer deux styles. Okay. Et ça, rien que pour ça, mon oui, j'ai envie un petit peu de le transformer, mais bon, je ne peux pas le transformer parce qu'il y avait quand même le Barça. Mais en tout cas, ce que je peux défendre aussi dans le oui que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a une équipe de l'Inter de Milan qui a un style complètement opposé à celle du Paris Saint-Germain et qui même a un style complètement opposé aux équipes qu'a déjà rencontré le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'Inter de Milan joue en 3-5-2, avec deux attaquants qui sont proches. Je ne sais pas, je n'ai pas le souvenir dans les matchs que le PSG a joué cette année d'avoir rencontré une telle équipe, avec un bloc très solide, très très solide. L'Inter de Milan, tout ce qu'ils vont faire, c'est vous pouvez nous gagner, il n'y a pas de problème. Mais venez nous chercher. Parce qu'eux, ils ne vont pas faire le jeu. Hein. Ce n'est pas dans leur style. Mais par contre, s'il y a des failles au milieu de terrain, ils vont mettre des contre-attaques à vive allure. Parce que leur tactique est tellement huilée et tellement pensée qu'à un moment donné, ils vont toujours trouver la faille. Et comme je sais que, malheureusement, la défense de Paris, ce n'est pas le point fort. Je veux parler de l'axe central. Ce n'est pas le point fort du PSG. C'est vrai que Pacho, il fait des bons matchs. Mais Marquinhos, j'ai encore un peu de doute. Il a l'expérience, mais là, il aura affaire à Lautaro Martinez justement, le joueur qu'aime tant Henri Joël. Je pense que là, il aura des difficultés. Donc oui, c'est peut-être vrai que ce n'est pas une finale rêvée, mais en tout cas, ça peut nous produire une finale d'un autre style, sur lequel on peut, ne serait-ce qu'un seul instant, rêver. Donc c'est pas rêver, c'est pas la finale rêvée. Mais ça peut produire une finale de rêve. Un rêve. Voilà. Vous voyez toute la nuance de la phrase. Exactement. Voilà. Exactement. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Monsieur Nguessan Daniel, il nous appelle de Gagnoa. Bonsoir, monsieur Nguessan. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur Nguessan. Bonsoir, madame. C'est Jean-Baptiste Asson. Ah, excuse-moi, Comment vous allez? En même temps, c'est le même visage. Moi, je vais très bien. Je salue sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Je salue sur le plateau et pour la question, je dis non. Ok, pourquoi? C'est pas une finale rêvée. Au début de la compétition, avec les performances de Liverpool, on avait pensé que c'était Liverpool qui allait jouer la finale. Ok. Malheureusement, il a été éliminé de Paris. Bon, tout le monde rêvait que c'est Barça qui allait prendre. Voilà Barça qui vient de sortir. Donc, la finale rêvée, j'ai dit non, mais je sais qu'il y aura du spectacle. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup, monsieur. Non, s'il vous plaît. Oui. Je voulais faire un carton, s'il vous plaît. Un carton? Je voulais donner un carton aussi. Assez rapidement. Voilà, un carton rouge pour mon frère Jean-Philippe Lapin. Parce que vous avez parlé de tout ça là, mais vous n'avez pas évoqué le cas de leader de Makori. D'accord, monsieur, allô? Monsieur Nguessan? Monsieur Nguessan? Le courrier est officiel, il est sorti aujourd'hui. Certainement, on abordera la question demain, donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Nguessan Daniel, et merci de suivre la 3. Voilà, ne vous inquiétez pas. Oui, pour vous, coach. Ben, j'ai dit que... Non pour la question. Oui, j'ai dit non, c'est une finale inédite. Et pour moi, avoir le Barça et le Paris Saint-Germain, on aurait vu un 4-3-3 animé différemment. Avoir des joueurs comme Lamine, avoir des joueurs comme Doué, avoir des joueurs comme Ousmane Dembélé en une finale, je pense que ça allait être une finale qui allait apporter à tout le monde sur le plan jeu, la production du jeu. Maintenant, on a une équipe comme l'Inter qui a prouvé par sa maturité tactique aller chercher l'adversaire, accepter d'être soit très bas, faire venir l'adversaire et opérer par des contres. Et vous avez deux joueurs, Lautaro Martinez, oui. Et puis Thuram, qui sont très intelligents, véloces et qui occupent
l'axe des buts de l'adversaire, aucun défenseur ne peut dormir devant ces deux attaquants. Et donc, avec cette formation en 3-5-2, arrive à contrer n'importe quelle équipe. Et vous avez vu comment le Barça en a fait les frais. Donc, pour moi, c'est une finale inédite. Dans mes calculs, je n'ai pas vu cette équipe-là, mais il faut dire que le football italien a ses réalités, c'est faire le dos rond et repartir et gagner même. On a vu cette équipe de l'Inter avec le Special One gagner la finale dans cet esprit. C'est ça. Donc pour moi, c'est une finale inédite. Malheureusement, on a celle-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est de suivre et voir si possible, comme le Paris Saint-Germain, si le Paris Saint-Germain peut rééditer son match, ces deux matchs qu'il a pu faire, mais ça va être difficile pour le Paris Saint-Germain parce que cette équipe de l'Inter, ça va être très très difficile parce qu'ils sont très coriaces, ils savent faire le dos rond, ils savent accepter l'adversaire et ils savent aussi marquer des buts. Ils en ont mis 4 en un match au Barça. D'accord. Allez, monsieur Kofi Mathieu nous appelle de Mbato. Bonsoir, monsieur Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, le très grand Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous-même? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Je dis bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur Kofi. Oui, quel est votre avis sur la question? Bon, moi, je crois que, franchement, en début de cette compétition, personne ne voyait ces deux équipes en finale. Au fur et à mesure que la compétition avançait, certains grands clubs tombaient, dans le Real, le Bayern, tout ça. Donc, tout de suite, arrivé à un niveau, on s'est dit que, bon, il peut y avoir une finale, Liverpool, et puis contre Barça. Bon, malheureusement, Liverpool est tombé et le Barça aussi, avant-hier, vient de tomber. Donc, c'est une finale, franchement, personne ne s'y attendait. Et puis, ben, ça montre aussi que le football, vraiment, c'est un milieu où rien n'est sûr d'avance. Voilà, donc, c'est une finale qui est arrivée. On va la suivre. Mais je crois que s'il y a un pronostic à faire, en tout cas, le Paris Saint-Germain aura fort à faire. Parce que l'Inter que j'ai regardé jouer contre le Barça, là, vraiment, il va falloir que le Paris multiplie ses efforts pour venir à bout de cette équipe-là. Sinon, l'Inter est bien parti pour l'emporter. C'est noté. Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu. Merci bien et puis bonne suite d'émission. Merci, excellente soirée à vous, tout simplement. Voilà. Merci bien à vous aussi. Allez, messieurs, vu que là, on a 100% au niveau des réponses, voilà, Henri Joël, allez-y. Bon, rapidement, déjà en début de compétition, on n'avait pas ces deux équipes-là en ce qui concerne les bookmakers. Quand on faisait un peu les stats au niveau des équipes capables de remporter la Ligue des Champions, on voyait plutôt une équipe comme le Real avec l'arrivée de Kylian Mbappé. On voyait peut-être Liverpool qui faisait un bon début de saison avec son entraîneur à Slot. Ensuite, après la première phase, on a vu quand même des équipes se dégager. Le Real en difficulté, Liverpool en progression, le FC Barcelone un peu derrière, Arsenal même, qui avait fait aussi un bon parcours, même le Sporting de Lisbonne, on le disait, il n'avait pas perdu avant le départ de son coach, même bien, on ne les voyait pas arriver jusqu'en finale. Tout au long de la saison, ces deux équipes-là quand même sont restées un peu, je dirais, dans l'ombre après. Ils ont progressé, elles ont progressé et elles ont explosé. Donc, à la base, on ne les voyait pas. Au cours de la saison en Ligue des Champions, on ne les voyait pas non plus. Et puis, à la fin, ces deux-là arrivent à se hisser en finale. Donc, ce ne sont pas des équipes qui étaient, bon, pas prédestinées, mais qui n'étaient pas vues en tant que potentiels finalistes de cette compétition, mais par leur saison, par leur solidité. Et d'ailleurs, moi, je veux vraiment saluer le travail de Luis Enrique, qui a permis à cette équipe du Paris Saint-Germain quand même de progresser, mais à tous les niveaux. Que ce soit, même Donnarumma, il a dit, à un moment, il était sur la sellette, il était parti avec la presse française qui lui tirait un peu
déçus. Mais aujourd'hui, on a un Donnarumma qui est dans ce secteur très fermé là, des meilleurs gardiens au niveau de l'Europe. Donc tout le monde a travaillé au Paris Saint-Germain. Ouais. Le résultat, il est là. Ils sont en finale. Vous allez réagir, Jean-Philippe, mais avant, Roger Boli, ex-footballeur professionnel et consultant sportif, a également bien voulu donner son point de vue sur le sujet. On le regarde. Voilà, la finale de la Ligue des Champions opposera le Paris Saint-Germain à l'équipe de l'Inter de Milan. Deux équipes qui ont réussi à faire un bon parcours, même si pour le PSG ça a été plus difficile. Ils ont réussi à battre l'équipe de Manchester City sur la fin, et je pense que ce jour-là ça a été là le déclic. Et après, ils ont enchaîné sur 3 victoires contre des Anglais, 3 victoires des équipes anglaises de Premier League, c'est pas donné. Ça prouve quand même que cette équipe-là a beaucoup de qualité. Et en plus de la qualité de l'équipe, ils ont un très bon entraîneur qui vraiment a une vision du football incroyable. Voilà, donc pour tous les observateurs du football, cette équipe-là mérite amplement sa place en finale. Et ce que je peux dire aussi de cette équipe de l'Inter de Milan qui a réussi à éliminer l'équipe de Barça, je peux vous dire que c'était une performance XXL, parce que cette équipe de Barça, elle est exceptionnelle, elle est talentueuse, elle a vraiment beaucoup de qualité, mais l'Inter est passé parce que cette équipe-là, mentalement, sur son stade, a réussi à se battre jusqu'au bout, jusqu'aux dernières minutes, à obtenir la qualif qui était mal engagée. Voilà, ça c'est la marque des grandes équipes. Et puis cette équipe de l'Inter a aussi fait un parcours dans cette Ligue des Champions, un bon parcours, puisqu'ils n'ont pas beaucoup encaissé de buts. Ils marquaient beaucoup, mais ils encaissaient peu. Donc c'est une très bonne équipe, avec aussi un très bon entraîneur qui a une vision différente de celle de Luis Enrique, mais sa vision à elle, sa culture tactique, comme les vrais Italiens, est au top. Voilà, elle est bien huilée. Voilà, c'est deux équipes avec deux styles différents, mais on va certainement assister à une très belle finale. C'est une finale rêvée pour beaucoup d'observateurs, parce que quand on arrive déjà à ce stade de demi-finale, bien sûr que pour les 4 équipes, là, c'était les 4 équipes qui méritaient d'être en finale. Malheureusement, il n'en reste que 2. Et puis ces 2-là, on verra qui remportera la coupe. Voilà, dans notre système aujourd'hui, le 1-2-2-1, on a 2 Bolis. Noël il y en a un qui a été footballeur professionnel, donc il sait de quoi il parle. C'est ce que je dis à Jean-Philippe, mais c'est vrai que Jean-Philippe a été un avant-centre renommé, reconnu, sur des stades qui n'ont pas de nom. Jean-Philippe, pour vous c'est non également pour la question LGT. Écoutez, j'ai dit non pour 2 raisons. Vous savez, la symbolique de l'UEFA Champions League, c'est quoi? C'est la nuit des étoiles. Est-ce que sur cette rencontre, on est sûr qu'on aura fait le plein des étoiles compris par cette compétition? C'est non. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mais d'un autre côté, c'est une finale qui sacre le football, parce que ce sont 2 formations qui ont su appliquer à la lettre les préceptes du jeu. Le football, c'est un sport collectif. C'est un sport qui, au-delà même de sa définition collective, qui appelle à faire des sacrifices les uns pour les autres. Et ce sont des 2 équipes qui ont réussi parfaitement à le faire et qui se retrouvent en finale. Donc, elles méritent d'y être, mais je pense qu'à l'entame de la compétition, nous, spectateurs, ce qu'on recherche, c'est de voir les étoiles sur le terrain. Et malheureusement, cette année, ces équipes-là n'ont pas, je dirais, beaucoup d'étoiles en leur sein. Mais je suis sûr qu'on ne va pas s'ennuyer le jour de la finale. C'est noté. Allez, pour notre micro-trottoir aujourd'hui, autour de la question, voici ce que ça donne. Moi, oui, ça sera une finale de rêve, parce que PSG, c'est leur deuxième fois, c'est leur deuxième finale. Bon, ils vont chercher à tout possible pour voir leur première étoile. Bon, l'Inter aussi, ils ont déjà 3 trophées. Ils vont vouloir chercher deuxième, 4e. Mais c'est que si ça sera des finales à jouer pour les 2 camps, mais on ne sait pas qui aura le rapporteur du trophée, si c'est PSG ou c'est l'Inter.
En tout cas, ça sera une finale rêvée pour moi. En tout cas, ça sera une finale rêvée. Effectivement, ça sera une finale rêvée parce que le côté PSG, ça fait plusieurs fois qu'ils vont à la finale, mais ils ne remportent pas la coupe. Mais cette année, ils vont tout faire de leur mieux pour avoir cette coupe des Ligues des Champions. Par contre aussi, l'adversaire, l'Inter, l'Inter aussi, ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas encore remporté les Ligues des Champions. Donc, eux aussi, ils vont faire de leur possible aussi pour pouvoir penser. Donc, ça serait un match, en tout cas, vraiment un match rêvé, une finale rêvée, en tout cas, pour les deux. Moi, je vois, par mon expérience aussi, je vois tout que l'Inter. Bon, je pense que, comme les spécialistes le disent d'habitude, une finale, ça ne se joue pas, mais ça se gagne. Donc, je pense que les gens, ils vont pas au moins peut-être chercher à avoir une possession de balle, comme dans les matchs de poule. Mais ça sera au moins peut-être, ils vont se conserver, ça sera un peu fermé. Ils vont au moins peut-être s'arranger pour gagner le match, mais pas jouer. C'est différent. Gagner un match et puis jouer un match, il y a une différence. Je pense bien que les deux partent au moins peut-être sur le même pied d'égalité. Les deux partent sur le même pied d'égalité. L'Inter, ça fait un bon temps qu'ils n'ont pas joué au moins la finale de Champions League. Et le PSG, c'est la première fois qu'ils jouent la finale de Champions League. La deuxième fois. Mais ils n'ont jamais remporté. Donc je pense que bon, les deux ils partent sur le même pied d'égalité. Ils ont la même chance de gagner le trophée. Je souhaite à ce que le PSG soulève le trophée. Oui, c'est une finale rêvée parce que les deux équipes, d'abord l'Inter cherche à prendre une troisième coupe. Maintenant, le PSG cherche à remporter sa première Ligue des Champions. Donc ça serait une très grande finale qui va donner beaucoup de suspense. Ils ont des jeunes joueurs bien performants qui vont vouloir se faire connaître sur le plan sportif international. Et puis bon, ils ont un très bon jeu. Et voilà, merci beaucoup à chaque fois de vous prêter au jeu de nos différents micro-trottoirs. Messieurs, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. J'avais envie de demander le favori pour vous, sans commentaire, parce que je suis sûr que le sujet reviendra. Pour vous, Inter. Oula, franchement, allez. Allez, Paris. Paris. Henri-Joël. Inter, Lautaro Martinez, Ballon d'Or. On ne va pas attendre, parce que c'est celui qu'au 31 mai. Allez-y, quand même. Est-ce que la finale aura lieu? Allez-y. L'Inter Milan. Ça sera à Munich? À Munich. Et hier, vous avez sorti quelque chose qui était... Oui, qui a été repris par plusieurs personnes, deux statistiques assez particulières. Oui. À Munich, à chaque fois qu'il y a une finale, ce fut la première victoire pour chacune des équipes. Donc favorable au PSG. Et ensuite, bon, c'est à Munich face à un club de Milan que Marseille était champion d'Europe. PSG face à un club de Milan. Donc les en 93. D'accord, merci beaucoup. Messieurs, j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous pour ce direct. Je vais donner rendez-vous demain à nos téléspectateurs pour la DER des DER de la semaine. Ça sera toujours à partir de 20h30. 20h30, 22h, du lundi au vendredi. On se donne rendez-vous. Ne manquez pas ce rendez-vous-là. Coach Kouadio Georges, Noël Bouli, Henri-Joël Bois, Jean-Philippe Auria, merci beaucoup. Fans de sport, merci de toujours rester sur la 3.